Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 7 juin 2024, édition acoustique, sans micro, sans rien, sans foufrou. Vous avez été tellement gentil la dernière fois. Vous avez été tellement pardonnant avec les problèmes techniques que je me suis dit, je peux peut-être en faire un autre sur la route avant que le Web Journal revienne en studio dimanche. Donc, parce que ça s'accumule, les nouvelles s'accumulent. Et puis, dimanche, je veux encore une fois consacrer ça à... est-ce que le son est correct? Je veux consacrer ça, encore une fois, au fait, aux origines de la présidence de Donald Trump, encore une fois, parce que il y a quand même pas mal de personnes de notre côté, dans ce qu'on pourrait appeler la dissidence, qui perçoivent Donald Trump comme un intrus, comme je veux dire, de l'opposition contrôlée, etc., quand même au service d'Israël et tout. Et donc, je le remarque à cause, entre autres, des réactions que j'ai eues face à l'avant-dernier Web Journal. Donc, je veux continuer à clarifier ça et poser les jalons d'une compréhension réelle de Donald Trump, parce que ça sert à rien de toujours parler aux convaincus, n'est-ce pas? Notre petite gang à nous, etc. Il faut sortir, faire du outreach, comme on dit, et puis convaincre les autres personnes pour que les gens comprennent bien d'où vient Donald Trump, d'où arrive Donald Trump, etc. Et donc, je vais faire ça ce dimanche, puis peut-être le dimanche subséquent. Pour l'instant, c'est ça, je voulais juste peut-être aborder rapidement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre ce Web Journal-là. Je ne sais pas comment le son va sortir non plus de votre côté. Donc, c'est la première fois que je fais ça, genre sans micro branché, puis sans fond d'écran, de sorte que j'ai l'air essentiellement d'Osama Ben Laden. Hein? La dernière fois, c'était version Obi-Wan Kenobi. Cette fois-ci, c'est la version Osama Ben Laden. Donc, il y a deux sujets dans ce Web Journal aussi. Il y a la présidentielle de 2024. Donc, qu'est-ce qu'on voit se profiler à l'horizon? C'est, évidemment, ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre par les urnes. Les sondages sont catastrophiques. Même les sondages biaisés les sondages biaisés de CNN et tout montrent une victoire écrasante de Donald Trump. Et donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre par les urnes. Ça va être difficile aussi de remplacer Joe Biden. La momie veut se rendre jusqu'à l'élection. Et donc, il faut soit tasser Biden à la dernière minute, ou soit trouver des façons de pouvoir tricher encore une fois en déclenchant une guerre. S'il y a une guerre, on se rappelle, comme avec Roosevelt lors de la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a une guerre, le président a le droit je pense qu'il y a des mesures qui permettent de suspendre les élections, etc. Donc, il y a une possibilité de ça avec la guerre et aussi, encore une autre fois, une autre pandémie pour pouvoir permettre le vote par la poste et tout. Donc, on va regarder ça. Il y a une pandémie de grippe aviaire qui se profile au Mexique. Et donc, entre guerre et pandémie, hein, on dirait qu'on est dans je sais pas, le livre 8 de l'Apocalypse de Jean, quelque chose comme ça. les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc, il y a ça, mais c'est pas vraiment préoccupant. Puis, il y a un deuxième point, c'est j'aimerais répondre à, en fait, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Robert Wagner, qui a fait une sortie publique pour dénoncer la désinformation. Encore une fois. Et là, il prend parti, c'est supposé être quelqu'un d'objectif, et il prend partie prenante du jeu politique, c'est-à-dire qu'il appuie un côté du spectre politique plus que l'autre. Il essaie de rester objectif, mais on sait que ceux qui dénoncent beaucoup la désinformation, ce sont les mondialistes, hein, ceux qui ont le pouvoir et qui sont en train de le perdre par Internet. Donc, on parle de désinformation et... ceux qui disent que ceux qui sont accusés de désinformation sont souvent dans un camp politique, c'est ça qu'on veut dire. Hein? C'est qu'ils sont dans un camp politique, c'est surtout les conservateurs, patriotes, etc., même des personnes qui ont des convictions religieuses et tout, puis qui se sentent pas du tout représentées dans la politique actuellement. Et de l'autre côté, on voit leur pouvoir s'effriter, etc. Et donc, on parle de désinformation. On est en train de perdre la crise des institutions. Et la désinformation cause une crise des institutions. Et là, il fait cette sortie-là, Robert Wagner. Et c'est pas juste un thème canadien. On va pouvoir élargir ça à l'ensemble du spectre, à tous ceux qui parlent de désinformation. En fait, c'est pas Robert Wagner qui parle de désinformation, c'est le Forum économique mondial. Comme je l'ai montré la dernière fois, hein, les journalistes qui disent, le site Horizon Canada dit que la désinformation est la menace principale, etc. Non, c'est pas ce site-là qui dit que la désinformation, ça vient du Forum économique mondial, on l'avait montré.
Et là, donc, les fact-checkers de Radio-Canada parlent de désinformation comme menace principale. Et là, le juge en chef sort pour parler de désinformation, etc. Mais on sait que c'est comme ça partout. On essaie de censurer Internet et tout. Mais il le fait par le biais d'un jugement de la Cour suprême. Donc, on va voir ça. Mais j'aborde le thème de la désinformation dans son ensemble. OK? Donc, c'est pas la crise des institutions en Occident. Et la raison pour laquelle on a une crise des institutions, ça n'a rien à voir avec la mauvaise compréhension de l'information qui circule, c'est pas ça. C'est la crise des institutions survient dans n'importe quelle société lorsque la corruption devient visible. Les gens retirent leur confiance des institutions quand ils voient la corruption ou le fait que les institutions ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et c'est pas la désinformation qui fait ça, Robert Wagner. OK? Alors, on va voir ça. Je vais faire ça. Je vais faire le topo rapide là-dessus. Donc, présidentielle 2024, entre guerre et pandémie. J'espère que c'est pas trop pénible avec le son, là. Au moins, l'image n'est pas si pire. C'est mieux que la dernière fois, là. Mon double menton passe presque pour une pomme d'Adam. Voilà, donc, Mexique, une souche de la grippe aviaire encore jamais détectée chez l'homme, fait un mort. Donc, il y a un mort, c'est ça, on nous parle d'une grippe aviaire, et là, il y a quand même pas mal je pense qu'il y a des abattages de volailles un peu partout, de centaines de milliers de volailles. Dès qu'on trouve un cas, et là, ça va créer possiblement une pénurie alimentaire. En tout cas, le prix du poulet va sûrement augmenter. Et ça vient, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en même temps, ça vient de façon simultanée à l'élection d'une nouvelle présidente, la nouvelle présidente du Mexique. Le Mexique qui élit, elle s'appelle Sheinbaum, et donc elle est d'origine juive. Hein, et là, il y a des gens qui vont dire, ah, elle est juive, donc... on ne peut pas lui faire confiance, etc. Mais encore une fois, en ce qui concerne... Et là, tu sais, on pourrait croire que, tu sais, les mondialistes ont un plan de grippe aviaire, puis là, font élire leur personne juive mondialiste au Mexique, et là, la frontière va être ouverte avec les migrants, ça va rentrer, etc. C'est peut-être ça le plan. Mais en ce qui concerne, tu sais, comme je l'ai expliqué lors de l'avant-dernier web journal, en ce qui concerne la communauté juive, il n'y a aucune façon de savoir si une personne d'origine juive appuie Donald Trump ou est du côté du mondialisme. Il n'y a aucune façon de le savoir. Il y a des Juifs qui appuient Donald Trump et qui sont nationalistes. Je parle entre autres, par exemple, de Andrew Breitbart, qui a été comme une des inspirations pour créer Radio-Québec, hein, se battre contre cette gauche radicale, et notamment Obama, etc. Andrew Breitbart, qui a été le mentor de James O'Keefe de Projet Veritas. C'est lui qui a parti James O'Keefe de Projet Veritas, Andrew Breitbart. Il a été une inspiration pour nous ici aussi. Et donc, il y a des Juifs nationalistes qui appuient Donald Trump, comme, comment il s'appelle, le Cohen-Watnick. Hein, je ne me rappelle plus son prénom. Cohen-Watnick, le protégé de Mike Flynn, etc., totalement patriote, etc. Probablement, on dit Cohen-Watnick, qui est probablement d'origine juive. Et donc, c'est ça, la Sheinbaum, on ne sait pas de quel côté elle se situe. On ne sait pas si elle se situe du côté mondialiste ou si elle se situe du côté de ceux qui appuient Donald Trump et qui sont au niveau de la reconquête de la souveraineté nationale, etc. Ce qui est préoccupant, cependant, c'est on dit que c'est une scientifique du climat. Elle se spécialise, une scientifique, je pense qu'elle est ingénieure en énergie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça se peut, ce titre-là, mais en tout cas, elle est spécialisée. Elle a des diplômes dans le domaine de l'énergie. Et là, on pourrait dire, merde, et en plus de ça, elle a participé au GIEC. Là, on se dit, merde, on est foutu, et puis elle est du camp d'en face. Mais dans les articles, on dit que il y a les articles pro-changement climatique disent qu'il y a de quoi se préoccuper. Elle n'est pas nécessairement de notre camp parce qu'elle est près de l'ancien président. Elle est très près de l'ancien président là, du Mexique qui, lui, développait le secteur énergétique à fond. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à Mexico, c'était l'ancienne maire de Mexico. L'ancienne maire de Mexico a mis quelques mesures vertes de l'avant, mais sur le fond, il n'y a rien qui a changé. Elle n'a pas été radicale, par exemple, comme Valérie Plante, Anne Hidalgo et Sadiq Khan. Elle n'est pas du tout comme ça. Et donc, voilà, donc on ne sait pas. Donc, il faut aussi rappeler que la grippe ordinaire fait des millions de morts par année. Et donc, ce n'est pas quelques milliers de morts avec une grippe aviaire qui devrait nous préoccuper. Au Québec, seulement au Québec, en France, c'est probablement 10 fois plus. Là. Au Québec, il y a, je ne sais pas, c'est comme entre 1500 et 2000 personnes qui meurent de la grippe par année. Et donc, même s'ils nous disent dans les journaux qu'il y a 200 personnes qui sont mortes de la grippe aviaire, ça sera toujours bien
10 fois moins que la grippe ordinaire. Et donc, il y a cette possibilité-là, OK, de cette grippe aviaire qu'on pourrait utiliser pour justifier, encore une fois, du vote par correspondance, des drop-box là, pour déposer des bulletins de vote par correspondance, là, etc., pour voler l'élection. C'est juste, le timing est extrêmement préoccupant. Et l'autre chose, l'autre nouvelle, donc ça, c'est pour les élections. Et encore une fois, l'autre nouvelle, c'est préoccupante, c'est au niveau de la guerre en Ukraine, le son tape dans le rouge. Même si j'ai baissé le son, je m'excuse si ça sonne un peu... Oui, c'est d'ajuster ça. Donc, l'autre, c'est l'escalade, encore une fois, la 71e escalade dans la guerre en Ukraine qui nous fait dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors que les États-Unis, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser les armes américaines pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Et ce qui fait en sorte que les armes américaines et européennes sont utilisées maintenant pour frapper directement la Russie, ce qui fait des États-Unis et de leurs alliés des ennemis officiels de la Russie. C'est comme une entrée en guerre officieuse. Ceci produit cela. Vladimir Poutine a déclaré que les États-Unis étaient maintenant un ennemi de la Russie. Le président Vladimir Poutine et son secrétaire de la presse, Dmitri Peskov, ont appelé les États-Unis, ont finalement identifié les États-Unis comme un ennemi pour la première fois durant une conférence de presse, puisque les armes américaines ont été utilisées pour frapper le territoire russe. Donc, ici, c'est ça ici, Associated Press. Biden partially lifts ban on Ukraine using US arms in strikes on Russian territory, official says. Donc, mais encore une fois, quand on lit, ça a l'air d'un gros titre, etc., mais quand on lit les détails de l'article, ce que Biden a autorisé, ce sont des frappes limitées sur des troupes à la frontière qui sont sur le point de rentrer en Ukraine ou de commettre une attaque contre l'Ukraine. C'est comme si c'était des frappes défensives. De toute façon, ce genre de mesures-là, comme toute l'aide américaine, ne changera rien à la guerre. Tout le monde le sait. Ils peuvent verser des millions, ça ne change rien sur le terrain. Ils ont vidé les coffres, les stocks d'armes de l'OTAN et les coffres des pays occidentaux et ça n'a rien changé sur le terrain. Ça retarde un peu. L'Ukraine n'a juste plus de soldats à mettre au front. Ils ont juste, tu sais, c'est comme, au lieu d'avoir comme, je sais pas, comme, disons un chiffre rond comme ça, 100 soldats par kilomètre. Au début de la guerre, maintenant, ils sont tombés à 50 soldats par kilomètre. Et là, maintenant, ils sont à 25 soldats par kilomètre. Puis ça va tomber à 10 soldats par kilomètre. Ils n'ont plus de force de remplacement. Et donc, la ligne est poreuse et c'est pour ça que les Russes avancent. Ils sont plus capables de se défendre. C'est ça l'objectif à long terme de la Russie. C'était de se débarrasser de l'Ukraine, je l'ai expliqué, de détruire le matériel humain à long terme de l'Ukraine pour pas que l'Ukraine ne soit pas capable de se relever avant au moins une génération. Régler le problème à long terme. Et là, donc, on pourrait se préoccuper encore une fois que les États-Unis aient été dénommés ennemis de l'État russe. Mais encore une fois, rappelez-vous, là, il faut toujours remettre tout ça dans son contexte. Dans le programme de continuité de gouvernement, l'administration Biden, qui a autorisé ça, c'est l'administration Biden qui a autorisé ça, qui contrôle l'administration Biden en dernier recours, ce sont les patriotes. Donc, donc, cette déclaration, l'effet que les États-Unis étaient maintenant les ennemis de la Russie, c'est une déclaration tape à l'œil, comme les déclarations du premier ministre, du président iranien, du premier ministre et du président israélien, qu'on était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, etc. C'est des déclarations diplomatiques qui n'ont pas d'effet sur le terrain. On rappelle que Vladimir Poutine sait très bien que Trump, qu'est-ce qui se passe avec Trump derrière les coulisses? Les deux sont de connivence. Les mondialistes détestent ça. On se rappellera aussi la rencontre Flynn-Poutine et bon, tout ce que j'ai expliqué sur les échanges de renseignements entre les militaires, l'article de Cy Hirsch. Et voilà, donc c'est encore une fois, si on comprend les fondements, il n'y a rien. Qui contrôle ultimement l'OTAN? Qui a le veto sur ce qui se passe à l'OTAN? Ce sont les États-Unis, tout ça. Voilà, donc les patriotes sont derrière ça. Ça a l'air d'une mesure, hein, c'est une mesure tape à l'œil qui ne changera rien, qui ne va pas empêcher les Russes de prendre une seule ville ukrainienne. Et même s'il y a une espèce d'escalade
un semblant d'escalade vers la guerre ou la Troisième Guerre mondiale, ça va juste faire, c'est juste dérouler le tapis rouge pour l'arrivée de Trump et les négociations finales. OK? Donc, je l'ai expliqué à de multiples reprises, c'est réglé, c'est verrouillé sur le système international et les petites choses qui changent ou les petites apparences d'escalade, etc., ne sont que ça, finalement, des apparences. Et je finis en disant que si l'État profond avait la capacité de déclencher une troisième guerre mondiale, il l'aurait déjà saisie. Okay? Et que les armes, je suppute que beaucoup des armes, des systèmes technologiques qui sont envoyés en Ukraine par les États-Unis, les États-Unis donnent, on pourrait dire que ce que je dis, c'est de la haute trahison, mais c'est pas de la haute trahison puisque un président a le droit de faire ça au niveau top secret. Un président a le droit de vendre, pas de vendre, mais de transiger des secrets d'État ou d'avoir des accords diplomatiques, par exemple. C'est-à-dire que les armes de haute technologie américaines, comme les missiles, etc., il y a probablement, ou par exemple, des... faut que je ralentisse la cadence. Les emplacements de dépôts d'armes et de dépôts de munitions en Ukraine sont probablement donnés par les patriotes aux Russes pour destruction, etc. Donc, ce que je suppute ici, c'est que les patriotes sont de connivence avec la Russie pour faire en sorte que ce qui est envoyé en Ukraine ne soit pas délétère pour la Russie. Vous l'avez ici, par exemple, ça ici, c'est Defense One. Russia is jamming US precision weapon in Ukraine, US general say. Donc, un général américain dit que les Russes sont capables de pirater, enrayer les armes de précision américaines en Ukraine. Et là, rappelez-vous, donc il y a fort probablement quelque chose en coulisses, une entente en coulisses qui fait en sorte que la Russie n'est pas vraiment menacée par les armes américaines. Même si, au niveau, rappelez-vous encore une fois, le téléphone rouge américain, iranien, etc., il y a probablement ce même genre d'entente avec la Russie, où les armes qui sont envoyées, même si ça a l'air d'être... L'État profond pense qu'il a comme sa troisième guerre mondiale, etc., mais finalement, la Russie a les codes des missiles, et puis, ou est capable de les détecter à l'avance, etc., etc. Encore une fois, il y avait tous ces articles sur, je me rappelle, il y a 2 ans, quand je faisais beaucoup d'émissions sur ce qui se passe en Ukraine, j'avais montré beaucoup d'articles où les dépôts de munitions se faisaient détruire systématiquement. Et donc, c'est ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a comme un échange de renseignements en coulisses, exactement comme l'article de Cy Hirsch, Military to Military. On donne des renseignements pour faire en sorte que la Russie ne soit jamais réellement menacée, mais que l'État profond pense qu'il a sa guerre. Et là, ils sont en train de perdre. Ils perdent depuis le début. Ils ont pris la mauvaise stratégie. Ils pensaient à une guerre rapide de type hybride, mais finalement, la Russie a opté pour une option à long terme. Et voilà. Et en attendant le retour de Trump, tout le monde est bien servi. Voilà. Donc, c'est autant au niveau de la grippe aviaire que encore une fois, des opérations militaires en Ukraine. Je pense pas je ne suis pas vraiment préoccupé par tout ça, comme d'habitude. Maintenant, en ce qui concerne la crise des institutions, les propos du juge Wagner et la crise des institutions en Occident, ce qui est fantastique, c'est qu'on est en train d'assister à un changement de civilisation, un changement de régime complètement. Il y a eu un régime, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un régime international qui s'est installé, qui a, avec l'établissement d'institutions internationales, etc., et il y a eu une espèce de construction de l'État après la prise de contrôle dans les années 70 des États par la banque avec la dette, la crise de la dette souveraine, etc. Et les États sont passés essentiellement sous le contrôle des agences de cotation et des gens qui contrôlaient la dette. Et on a vu avec la crise de la COVID, finalement, que les États se retournaient contre la population, les institutions militaires aussi, comme l'OTAN, les autres institutions se sont retournées, comme l'ONU, se sont retournées contre les populations. Et il y a eu une tentative de coup d'État mondial. Et là, on est en train de voir justement les conséquences de ça. Ce coup d'État mondial-là a échoué et maintenant, il y a une crise des institutions. On ne parlait pas de cette crise des institutions avant la COVID, n'est-ce pas? On sort de la COVID et on parle d'une crise des institutions. Et rappelez-vous de ces web-journaux où je parlais de tous ces journalistes qui commencent maintenant à douter. Oui, on a abusé. Oui, on n'aurait pas dû. On a été trop loin. Tous ces gens qui commencent à parler à gauche et à droite. Et c'est plus juste les complotistes, les petits complotistes sur Internet là, qu'on essayait de psychiatriser durant la COVID. Rappelez-vous, le docteur Chamberlain,
Je le montre ici. Là. Rappelez-vous, quand on essayait de nous psychiatriser, le psychiatre Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel qui nous disait essentiellement qu'on avait des problèmes de santé mentale, qu'on était prône à la violence, qu'on était... alors qu'on faisait des manifestations pour nos droits. Finalement, qui a eu raison, Gilles Chamberlain? Qui a eu raison alors que maintenant tout sort sur Fauci qui a inventé les règles sanitaires, la distanciation sociale. On le savait, en fait, ça fait un gros boom. C'est un deuxième gros boom parce que tout ça est sorti il y a à peu près 1 an, il me semble. J'ai fait des web-journaux là-dessus, à l'effet que Fauci avait inventé les règles sanitaires mais là, ça ressort dans l'actualité, alors on en reparle. Et je mets ça dans le cadre des propos du juge Wagner, qui clairement prend parti maintenant et qui fait le jeu de l'OTAN, c'est-à-dire d'embarquer dans toute cette idée de désinformation, etc. Voilà. Donc, je vais vous montrer le clip de Wagner et après ça, on va parler de la crise des institutions. Lire les jugements avant de les commenter, combattre la désinformation au lieu de l'alimenter, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le train de... La désinformation est un problème dans plusieurs sociétés dites démocratiques. Alors, la désinformation, ça risque de créer, dans l'esprit de certaines personnes, un manque de crédibilité au niveau des institutions. Ouais. Et ce que je disais ce matin, entre autres, c'est qu'on compte beaucoup sur les médias traditionnels pour remettre les pendules à l'heure. Parce que la désinformation... Blablabla, OK. Premièrement, mais là, ce à quoi faisait référence, c'est une sortie contre le Parti québécois. Et là, le Parti québécois qui est premier dans les sondages, et là, on sort la Cour suprême qui fait une sortie contre le Parti québécois. Comprenez-vous que l'establishment canadien souhaite l'élection du Parti québécois ou veut renforcer l'élection du Parti québécois? Hein? Quand tu crées un conflit comme ça entre la Cour suprême et le Parti québécois, ça fait monter les Québécois se rassemblent derrière PSPP, le chef du PQ. Et ça crée cette espèce d'engouement. Hein, c'est une crise manufacturée. Il n'y avait pas à sortir pour ça. Il n'y avait pas à... Mais il le fait et ça renforce le PQ. Donc, mais c'est ça. C'est au sujet de cette... Je l'avais commenté, la nouvelle... Les personnes ayant un vagin, il dit les députés n'ont pas lu. Et les députés, avant de voter la motion à l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, là, les députés n'avaient pas lu le jugement de la Cour suprême et donc les députés se sont rendus coupables de désinformation, etc. Et là, PSPP lui a répondu. Il a répondu pas mal des choses que j'allais, moi, lui répondre. Et donc, citons-le quand même. Donc, le chef péquiste se dit aussi préoccupé de la sortie du juge Wagner, qui accuse la ministre Martine Biron d'avoir fait de la désinformation en convainquant les autres élus de l'Assemblée nationale de voter en faveur de la motion. Le pouvoir judiciaire a un devoir de réserve et ce n'est pas au pouvoir judiciaire de faire de la politique. Il a 100% raison, évidemment. C'est ce que j'allais dire, puis je suis tombé sur l'article, finalement. Le juge aurait dû... imaginez ça, vous voyez jamais ça dans les autres pays, les juges de la Cour suprême qui sautent dans l'arène politique puis qui disent un tel parti a tort, un autre parti... Puis la désinformation, etc. Vous voyez jamais ça. On voit seulement ça dans les régimes en fin de course. Quand on est rendu, quand le pouvoir, l'establishment est réellement menacé, bien là, tu envoies tous les soldats sur le pont. Tu sais, all hands on deck. Et puis là, c'est ça. Et donc, il y a quelqu'un qui a demandé à Wagner d'y aller comme ça. Et le juge qui a probablement été mis en fonction, pas pour ses grandes capacités intellectuelles, parce que ça n'a pas l'air de quelqu'un de particulièrement brillant, à faire des commentaires comme ça, mais c'est ça qui a été mis en place par quelqu'un, lui retourne la faveur. C'est quelque chose comme ça. On sait comment ça fonctionne. Le juge Wagner, lorsqu'il dit aux élus qu'on ne peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire, et qu'il fait lui-même de la désinformation en suggérant qu'on n'a pas lu le jugement avant de se prononcer, il outrepasse de beaucoup son devoir de réserve. Comme dit PSPP, il a totalement raison. Ici, encore une fois. Mais je pense que l'establishment fait ce coup-là Wagner, PQ, pour mousser le PQ, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je me rappelle, moi, quand j'étais au Parti québécois, à chaque fois qu'on avait un conseil national, il y avait 3 conseils nationaux par année. À chaque fois qu'on s'en allait en conseil national avec Lucien Bouchard, là, à chaque fois qu'on s'en allait en conseil national, la semaine avant le conseil national, il y avait une chicane constitutionnelle. Vous pouvez regarder ça...
presque faire le suivi. Conseil national de 1998, du 18 octobre 1998. La semaine avant, il y avait une crise constitutionnelle. Bouchard qui attaquait le fédéral. Il y avait une prise de bec comme ça. Puis là, on allait au Conseil national, puis on était derrière notre chef. Il y avait comme... Ça resserrait les rangs. 3 mois plus tard, un autre Conseil national, il y avait une crise avec le fédéral. Puis là... les péquistes soudaient les rangs derrière leur chef. Fait quand on produit une crise comme ça avec une institution fédérale, c'est pour renforcer le chef, renforcer le PQ, renforcer l'image du Parti québécois. Si on veut pas, tu sais, quand le chien dort, si tu veux pas réveiller le chien, tu fais attention, tu demeures silencieux, mais vous comprenez? Donc, il faut voir, encore une fois, le timing de tout ça et cui bono. Parce que c'est anormal une sortie, comme le souligne à juste titre de toute façon PSPP, c'est anormal une sortie politique comme ça de la part d'un chef de la Cour suprême. Et on dit qu'il fait de la désinformation. Le juge Wagner dit que le fait que les députés n'aient pas lu le jugement avant de se prononcer, ce qui est faux, dit PSPP, il dit que ça c'est de la désinformation. Mais c'est pas ça de la désinformation, chose Wagner, là, je veux dire, restons à la Cour suprême, puis comme zip it, là, parce que pour que ce soit de la désinformation, il faut que ce soit volontaire. Il faut que tu fasses de la désinformation. Tu devrais le savoir si tu te prononces là-dessus, puisque tu es un juriste. Il faut qu'il y ait une intention de désinformer, comme le dit d'ailleurs la page Wikipédia. Donc, désinformation. La désinformation est un ensemble de pratiques et de techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées et biaisées. Le terme est à distinguer de la mésinformation qui consiste à diffuser une information fausse de manière involontaire. Alors, ce que les... je l'ai perdu, là. Où est-ce qu'il était, Wagner, là? En tout cas, ce que les péquistes ont fait, j'étais à PSPP, ce que les péquistes ont fait, c'est au pire de la mésinformation. Ils ont été mésinformés avant de voter, mais c'est pas de la désinformation. Et donc, déjà, tu commences avec 2 prises. Tu es un juriste, puis tu sais même pas... Alors, imagine si on se retrouve en cours pour un procès au sujet de la désinformation et tu sais même pas c'est quoi la définition. Tu te prononces sans même savoir la définition des choses, qui montre que tu es un très mauvais juriste. Et 2, que tu brises ton devoir de réserve, comme le souligne PSPP. Il mine la confiance de la population envers l'impartialité qu'on est censé pouvoir vérifier de la part des tribunaux. Et il confirme une partialité, une uniformité idéologique. Exactement, il confirme une uniformité idéologique. OK? Donc, il est ce que je veux revenir sur le fait que Wagner est sur le logiciel de la désinformation. Il le dit à la fin de l'entrevue, la désinformation met en péril les institutions. Et ça, c'est la ligne de l'OTAN. La désinformation mine la démocratie. La désinformation mine les institutions. Et là, c'est ce qui a été justifié pour tout nous censurer durant la COVID, censurer des médecins, renvoyer des spécialistes, surveiller nos comptes Twitter, bannir des personnes, etc. Tu sais, le programme de l'OTAN, c'est ça. Et donc, il est sur le logiciel de ce que Matt Benz a expliqué, l'OTAN qui se retourne contre la population, qui commence à censurer. Donc, au profit d'un seul côté du spectre politique, bien sûr. Hein, tout ça se fait toujours au profit d'un seul côté du spectre politique, celui qui se drape dans la vertu démocratique, et qui dit, ceux qui disent, c'est l'espèce de paradoxe, le catch-22, ceux qui disent qu'on est sorti de la démocratie, qu'il n'y a plus de démocratie, ceux-là même sont une menace à la démocratie. Vous comprenez? Donc, les gens qui disent, ouais, ben il y a une uniformité idéologique, on regarde tout ce qui se passe, là, vous censurez, vous empêchez les débats, on n'est plus du tout comme c'était il y a 10, 15, 20 ans. On a perdu des droits. On n'est plus en société démocratique. Ceux qui disent ça maintenant sont des menaces à la démocratie. Ça, c'est juste le raidissement final d'un système totalitaire. Vous le voyez pas seulement au Québec, en France, vous le voyez partout. Vous le voyez sur les plateaux en France, Macron, tout ça. Et donc, il participe de ça et il devient finalement l'incarnation de la crise des institutions. Parce que, tu sais, là, quand tu vois un juge de la Cour suprême qui prend parti, comme le dit PSPP, bien là, tu viens de créer une crise des institutions, imbécile.
Tu viens de créer toi-même par tes propos une crise des institutions, une perte de confiance de la population envers le système judiciaire. Pas qu'elle était déjà très forte, hein, parce qu'on a vu tous les jugements biaisés qui ont été rendus depuis la COVID, des jugements complètement absurdes, puisque le gouvernement n'avait aucune preuve scientifique aucune raison scientifique de mettre les mesures en place, et les tribunaux, ils arrivaient avec aucune raison pour justifier la suspension des droits devant les tribunaux. Les gouvernements sont arrivés devant les tribunaux avec aucune raison scientifique. Et les tribunaux ont quand même donné raison au gouvernement face aux gens qui disaient « ça se fait sans raison ». Les tribunaux ont quand même donné raison au gouvernement. Et donc, il y a une crise de la confiance envers les tribunaux. Puis toi, tu viens exacerber ça, imbécile. Tu viens pas juste exacerber ça, tu viens juste confirmer ça. C'est comme la cerise sur le sundae, Robert Wagner. Voilà. Donc, je vais t'expliquer, Robert, si tu me permets de t'appeler Robert, parce qu'on va laisser tomber l'honorable, là, puisque tu descends dans l'arène publique, hein, tu descends dans le combat politique, tu prends parti finalement, et donc tu as enlevé ta toge, tu as mis ton armure de combattant, tu dis, on va défendre un côté du spectre politique plutôt qu'un autre. Parce qu'il y a un côté du spectre politique qui dit ça va pas, puis il y a un autre qui dit vous êtes c'est vous qui êtes une menace. Puis là, tu prends on s'entend, je viens de t'expliquer ça. Mais donc, je vais t'expliquer pourquoi il y a une crise des institutions, pourquoi on est en fin de régime et pourquoi on est en train de... Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire, il n'y a rien que votre camp va pouvoir faire pour changer ça. À partir du moment où est-ce que le déclin est avéré, consommé, là, le déclin est consommé, il n'y a plus rien à faire. Ça va mener à du changement. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il n'y a plus personne qui va se fermer les yeux. La confiance ne va continuer qu'à s'éroder parce que ce que vous allez faire, c'est redire vos positions puis accélérer vos processus corrompus. Et je l'ai expliqué plusieurs fois, ça va juste faire en sorte que de plus en plus de personnes vont se réveiller. Vous êtes dans une spirale mortifère et c'est la fin de votre système. Il va y avoir un renouveau des institutions démocratique qui va être mise en place. Une réflexion, c'est ça, on est à une période historique très, très, très intéressante. Ça va peut-être être douloureux, mais on va sortir de là grandi. Voilà. Mais je vais t'expliquer, entre autres, qu'est-ce qui cloche. C'est quand par exemple, quand les politiciens ne respectent pas la population. Et là, il y a le projet de loi 57 au Québec qui a été passé hier, je pense, où les élus, maintenant, on n'a plus le droit d'invectiver les élus, c'est-à-dire que les élus se sont maintenant prémunis contre toute forme de critique sévère de la part de la population. Et si on critique trop sévèrement les élus, il y a des peines qui peuvent être appliquées. J'ai pas lu le projet de loi, là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des abus là-dessus, que la critique sur... c'est-à-dire que maintenant, les élus peuvent... Parce qu'on voit ce qu'ils font, hein. Ils prennent l'agenda 2030, les objectifs de développement durable, sans le dire à la population, puis changent complètement notre mode de vie. Nous imposent, nous enlèvent nos places de stationnement, mettent des pistes cyclables partout, nous empêchent d'utiliser nos fours à bois, comme le maire Marchand à Québec, alors que tout était ouvert. Il dit non, interdiction des fours à bois. Il tente de nous réduire, de nous empêcher d'utiliser... Ils réduisent nos capacités énergétiques, notre capacité de mobilité. Ils sont en train de nous enfermer dans des boîtes. Ces gens-là ne sont plus nos représentants. Ça, c'est une crise des institutions, Wagner. OK? C'est pas la désinformation. La désinformation, c'est le fait que les journalistes ne disent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces prises de décision-là. Hein? Quand Luc Ferrandez dit qu'il faut nuire aux automobilistes, et on voit finalement qu'ils sont en train de faire ça, et que dans les documents du Forum économique mondial, on dit justement ça, qu'il faut nuire aux automobilistes, restreindre le nombre de voies, etc. Ben c'est ça. Les gens en ont soupé de ça, de ces politiciens qui s'en vont à des soupers caviar, et des forums internationaux où les décisions sont prises dans leur dos, et puis après ça, ils reviennent puis nous imposent ça alors qu'on n'a rien demandé puis qu'on voulait juste vivre comme avant. Ça crée une crise des institutions quand on s'en rend compte. Hein? Par exemple, Valérie Plante, membre d'un nouveau groupe de l'ONU. Ça, c'était il y a quelques mois, l'automne dernier. Hein? Donc, un nouveau groupe de l'ONU sur la participation des collectivités au développement durable, etc. Elle est aussi vice-présidente du C40, j'en ai parlé. Hein? Est-ce qu'elle nous représente réellement? Parce que ce qu'on voit, là, elle crée énormément de... Valérie Plante rejoint UN Advisory Group on Sustainable Development. Il y a énormément de critiques à son endroit, mais aucun journaliste dit elle ne fait qu'appliquer l'agenda 2030.
Elle ne fait qu'appliquer. Et là, tout le monde dit, c'est comme si tous les imbéciles de journalistes, là, je dirais pas les imbéciles, mais les incompétents, les peureux, les sans-couilles, il n'y a personne qui ose faire le lien entre les politiques de Anne Hidalgo, de Sadiq Khan et de Valérie Plante, et de nommer l'éléphant dans la pièce, c'est les objectifs du développement durable. C'est comme les sites d'injection qui se multiplient partout à Montréal, les villes sanctuaires, etc. D'où est-ce que ça vient, ça? Mais dès que tu le parles, dès que tu dis, oui, c'est ça, c'est l'ONU, c'est le développement durable, c'est le Forum économique mondial, là, tu es un complotiste. Ouais, c'est le travail des journalistes, hein, de faire ce que... Tu sais, comme... quand les politiciens, François Legault, le politicien d'ici, a l'air tout à fait neutre, mais en fait, le logo de son parti, c'est comme essentiellement le logo du développement durable. Et quand on voit les trucs qu'ils font dans les écoles, ils essaient d'imposer la théorie du genre, le non-binaire. Ça vient de où, ça? Est-ce que les élus, avant de faire ça, avant d'imposer l'idéologie du genre dans les écoles, est-ce que les élus ont consulté la population? D'où est-ce que ça vient, ça? Est-ce que les élus répondent à une demande du peuple? Ils sont censés nous représenter. Est-ce que les élus répondent à une demande du peuple? Je suis dans le rouge, là. Encore une fois, je m'excuse, je parle trop fort. Est-ce que les élus répondent à une demande du peuple? La réponse, c'est non. Est-ce qu'ils sont nos représentants? Non. Est-ce qu'ils font valoir la volonté populaire comme c'est censé être dans une démocratie? La réponse, c'est non. 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 Et c'est pour ça qu'il y a une crise des institutions. Ça n'a rien à voir avec la désinformation. En fait, les journalistes font de la désinformation sciemment, en occultant. Occultant, ça vient du vieux français, là. Il y a quelqu'un qui m'a repris là-dessus, là. Ça veut dire cacher. C'est un terme informatique, puis c'est aussi un terme en vieux français, ça veut dire cacher. D'où vient réellement la prise de décision politique? C'est ça, finalement, le truc du complotisme, là, c'est ça. Ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils vont appeler complotisme, ce qu'ils veulent pas, c'est que vous fassiez le lien entre la prise de décision d'un politicien local et les institutions internationales. C'est ça qui a fait Alexis Delancey. Quand il dit dans son colloque, je l'ai montré la semaine dernière, il dit, ben là, il y a des villes 15 minutes, elle met en place des villes 15 minutes, puis au Forum économique, on parle de villes 15 minutes, puis là, il y a comme, tout d'un coup, c'est devenu un complot, etc. Donc, il veut pas que vous fassiez le lien de la prise de décision, d'où vient, même si c'est dans les documents officiels. Hein? Vous l'avez ici. World Economic Forum, ça c'est sur le site du Forum économique mondial, donc World Economic Forum and UN signed Strategic Partnership Framework. Donc, un partenariat économique, un partenariat stratégique avec l'ONU pour la mise en place de tous ces trucs-là de développement durable, ville 15 minutes, etc. Donc, ça vient de l'ONU, le Forum économique mondial sont imbriqués l'un dans l'autre. Et si vous dites que ce qui se passe au niveau local, par exemple, ce que le gouvernement Legault, ce que Macron fait dans les écoles, si vous essayez de dire qu'il y a un lien entre la prise de décision locale et les consensus qui ont été dégagés dans les institutions internationales, ben ça c'est du complotisme. Ils ne veulent pas que vous fassiez ce lien-là. Et leur travail, c'est de couper, de cibler et de vous empêcher de faire ces liens-là qui montrent en fait que le peuple n'a plus de pouvoir. Ils ne veulent pas que vous compreniez que vous n'avez plus de pouvoir. Leur travail, lui, Jeff Yates, Rudy Reichstadt, whatever, c'est discréditer ceux qui sont en train de vous faire prendre conscience du fait que vous avez perdu votre pouvoir démocratique. Je devrais le répéter d'une autre façon parce que c'est super important. Le travail des fact-checkers et de beaucoup de journalistes, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas capable de comprendre que vous n'avez plus de pouvoir, que tout se décide maintenant dans les forums de discussion internationaux, au-dessus de vos têtes, puis que vous votez pour rien du tout. Hein? C'est quand il nous dit le genre, encore une fois, que il nous dit la désinformation, comme j'ai dit la semaine dernière, la désinformation, c'est le choix, c'est la préoccupation principale du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial nous dit que la désinformation, c'est la menace principale pour les démocraties. Ben là, juge Wagner vient juste de dire ça. Lui, il nous a dit ça. Il nous fait croire que ça vient du truc canadien, l'organisme Horizon Canada. Ce n'est pas du tout ça. Ça vient du Forum économique mondial. Mais son travail, c'est de faire en sorte que vous ne fassiez pas les liens. Vous
Comprenez que ça commence au Forum économique mondial, les directives sont parties là, puis après, ça se retrouve dans des espèces d'ONG, des groupes paragouvernementaux, etc., des discussions, des réflexions, etc., puis là, finalement, les journalistes en parlent sans jamais faire référence à d'où ça émane ultimement. Même chose avec le traité sur les pandémies, ça a été discuté nulle part, ça a été discuté, c'était une session de souveraineté sans précédent qui n'a été discutée nulle part. La population n'a pas été consultée, comme la plupart des traités, les traités sur les migrations, etc. Vous n'avez plus de pouvoir. Le travail des fact-checkers, c'est de vous faire avaler la pilule. Et surtout de faire en sorte que vous continuiez à dormir, comme le disait d'ailleurs à juste titre Jeff Yates. Il disait, des gens disent que je suis un agent de la matrice. C'est exactement ce que t'es. C'est exactement ce que t'es. Merci pour cette épiphanie, on pourrait dire, Jeff Yates. Okay? Donc, le travail des fact-checkers et des journalistes, c'est de cacher la perte de pouvoir du peuple au profit des institutions internationales, cacher le rôle des institutions internationales dans la prise de décision démocratique. Il y a ça. Donc, il y a ces politiciens qui ne nous représentent plus. Tu as une crise des institutions. Tu as le quatrième pouvoir, les journalistes qui ne nous... Encore, je suis dans le rouge, désolé. Le quatrième pouvoir, les journalistes qui ne font plus leur travail, qui se retournent contre nous. Là, on s'en rend compte, ça fait un petit bout qu'on se rend compte que les journalistes manipulent l'information, ils baissent dans l'opinion publique. Mais c'est parce que, pourquoi les journalistes baissent dans l'opinion publique? C'est parce qu'on se rend compte des mensonges à répétition, tu sais. Là, après ça, il y a comme tellement d'autres institutions, là, durant la crise de la COVID, c'est quoi? Ben, c'est les médecins qui en ont pris pour le rhume. On se rendait compte qu'ils racontaient n'importe quoi, que c'était pas basé sur... On le disait dès le début que c'était pas basé sur des études. Les études montraient le contraire de ce qu'ils disaient, notamment sur la distanciation sociale. Où est-ce que je l'ai mis, la distanciation sociale? Non. Ça ici? Non. Distanciation, ça, c'est peut-être ici. Hein? Ah oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, c'est sorti cette semaine encore une fois, mais comme je l'ai dit en début de Web Journal, c'est probablement un écho d'une nouvelle qui était déjà sortie, parce que je suis pas mal sûr d'avoir traité ça déjà. Anthony Fauci avoue qu'il a inventé des règles, notamment la distanciation sociale, le masquage des enfants, etc. C'était basé sur aucune étude. Et même si il y a un débat d'études, tu sais, et même si des études ont par la suite confirmé que le masque était utile, il y a d'autres études qui disent que non. Et donc, il n'y a pas de consensus scientifique. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, OK? Mais pas juste ça, c'était basé sur rien et ça n'a jamais été démontré que c'était utile. Devant le Congrès ici, social distancing, la règle des 6 pieds, etc., est-ce que vous aviez des études pour backer ça? Non, j'avais aucune étude pour appuyer ça. C'est comme sorti un peu de nulle part, comme il a dit. Hein? Il dit, Dr. Fauci, you know, I don't recall. Vous vous rappelez, je ne me rappelle pas. Est-ce que le congressiste lui demande s'il y a des études? Là? Il dit, je ne me rappelle pas. Hein? It sort of just appeared. C'est comme, il a inventé ça. C'est apparu. I don't recall like a discussion or whether it should be 5 or 6 or whatever. It was just 6 foot it is. Hein? Do you see any studies that support 6 feet? I was not aware of studies that, in fact, that would be very difficult study to do. Il dit, en fait, il n'y a jamais eu d'étude, et en fait, une étude comme celle-là serait très difficile à réaliser. Et donc, ce qu'on disait, c'est que, on le disait ça en toutes nous autres, là, ceux qui font de la désinformation, on disait qu'il n'y avait pas d'études là-dessus. Là, maintenant, ça sort. Est-ce que c'était de la désinformation, là, Robert, Bob Wagner? Est-ce que c'était de la désinformation? Hein, ce que ton camp, Robert Wagner, parce que maintenant, tu es un politicien avec une étiquette, tu es un politicien mondialiste de gauche, là, ce que ton camp appelle la désinformation, souvent, c'est de la vérité, mais avec 6 mois de retard. OK? Même chose avec toutes sortes, un ensemble de nouvelles. Donc, et puis ça fait le tour du monde maintenant. Là, Anthony Fauci admits he made up COVID, social distancing, masking rules, etc., etc. Et donc, ça crée de la ça cause une perte de confiance des institutions envers les institutions médicales maintenant. On ne fait plus confiance aux pharmaceutiques, on ne fait plus confiance aux médecins, on ne fait plus confiance à la santé publique parce qu'ils ont menti, tordu les règles, ils nous ont forcé. Ça a été essentiellement politique. C'était des règles qui avaient une mesure politique. Arruda l'a dit dans ses discours, c'est-à-dire qu'on changeait, tu sais, les palettes de couleurs, là, il l'a dit, on change, maintenant, on inclut la comment il appelait ça, là, la conformité aux règles.
dans les paliers de couleur. C'est-à-dire que si les gens se conformaient ou non, si les gens se mettaient pas, ils mettaient ça dans le rouge, indépendamment de la dangerosité du virus ou du niveau d'infection. Compliance qui est utilisé, c'est ça. Compliance est utilisé à Arruda. La compliance. Mais je me rappelle plus c'est en quelle année, là, mais j'ai montré le clip, j'en ai parlé à 2-3 reprises. Il dit maintenant, on inclut la compliance dans le truc pour les changements de couleur, les changements de palier. Donc, si les gens se soumettent. Et donc, on a vu, par exemple, la région de Québec, la Beauce au Québec, où les gens ne suivaient pas vraiment les règles, qui étaient toujours dans le rouge ou dans l'orange. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de virus, c'est juste parce que les gens étaient réticents. Fait qu'ils mettaient ça dans le rouge. Fait que c'était une punition. Fait que c'était politique. Fait que c'est ça. Ça n'a pas rapport avec la dangerosité Fait qu'on a vu qu'il y avait de politique derrière ça. Et donc, ça induit à une perte de confiance des institutions. Hein? Même chose avec les vaccins auxquels on a résisté. Il y a finalement un article, ça a été beaucoup partagé sur Twitter, qui indique de Sarah Knapton, la journaliste du journal Telegraph, qui cite une étude du British Medical Journal que j'ai ici, le British Medical Journal. Mais Sarah Knapton dit finalement que l'étude du Medical Journal analyse la surmortalité depuis la COVID et dit que normalement, on aurait dû avoir une sous-mortalité après l'arrivée des vaccins, mais non. On a la surmortalité continue même après l'arrivée des vaccins. Et donc, là, ils sont très, très prudents. Hein. Vous lisez l'étude, ils sont très, très prudents. Ils disent les gouvernements devraient avoir des meilleurs systèmes pour rapporter les morts et faire en sorte qu'il y ait plus de suivi sur le post-mortem. Meilleure information sur... Mais tu sais, ils disent entre autres... Donc, ils sont prudents, mais ils jettent quand même, ils amènent le sujet justement sur les vaccins. Ils disent The unprecedented figure raised serious concern and called on government fully investigate their underlying cause. Donc, la surmortalité est préoccupante, alors qu'on n'en parle pas au Québec, ni en France. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur les médias qui parlent de la surmortalité post-COVID, là. Et donc, on devrait ouvrir un débat là-dessus, dit le British Medical Journal. Et puis là, ils disent « Although COVID-19 vaccines were provided to guard civilians from suffering morbidity and mortality by COVID-19 virus, suspected adverse effects have been documented as well. » Bien que les vaccins sur la COVID-19 on se soit servi de ces vaccins-là pour réduire la mortalité, etc. Il y a des effets adverses, des effets négatifs qui ont été documentés quand même. Et là, on n'en parle pas, les effets secondaires. Personne, c'est un sujet hoche-hoche, mais Sarah Knapton, elle amène ça sur la table. Hein. Both medical professionals and citizens have reported serious injuries and death following vaccination of various database in the West. Donc, les effets secondaires majeurs et la mort ont été rapportés. Et donc, le titre, c'est « Vaccine ». Que oui, les vaccins COVID ont potentiellement contribué à la surmortalité. Hein? Donc, on en parle sur Global News et on en parle ailleurs, mais pratiquement rien dans le monde francophone. Au Québec, on suppose que les gens sont comme... ne parlent pas... si c'est juste en anglais, on n'a pas besoin d'en parler, on ne va pas alerter les gens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'article du British Medical Journal qui est cité, on dit... finalement, ce que l'article montre, c'est que quand les politiciens et la santé publique affirmaient qu'ils suivaient la science, c'était de la désinformation. Okay? Parce que l'article, entre autres, du British Medical Journal, qui fait sensation, dit le consensus scientifique au sujet de l'efficacité des interventions non pharmaceutiques dans la réduction de la transmission du virus font défaut présentement. Les interventions non pharmaceutiques, c'est les interventions hors médicaments, c'est-à-dire toutes les règles sanitaires. Le masque, les plexiglas, l'essence dans les supermarchés, la distanciation sociale, etc., le confinement, tout ça, il n'y a aucun consensus scientifique sur l'efficacité de ça. En fait, ils sont très prudents parce que si vous regardez les études, vous allez trouver une étude ici, une étude là qui disent que oui, le masque est efficace, etc. Mais pratiquement toutes les méta-analyses disent que c'est inefficace. Hein? Donc, et une méta-analyse, c'est une analyse de... Pourquoi je suis toujours dans le rouge? Une méta-analyse, c'est l'analyse de plusieurs études. C'est-à-dire, si tu as une étude qui dit « Ouais, le masque est efficace »,
Ben, il faut que tu regardes comment ça a été produit, là. C'est quoi les paramètres de l'étude, etc., dans quel contexte, tu sais, la durée et tout. Donc, tu peux en avoir une qui dit ça, mais si tu en as comme 80 autres qui disent le contraire, ben celle-là ne vaut pas. Et souvent, ces études-là qui justifient les masses, c'est ce genre d'études-là qui sont brandies dans les médias. Alors que sur l'ensemble, les 80 autres études qui disent que ça ne fonctionne pas, ben, eux autres, les médias n'en parlent pas, elles sont tues, etc. Donc l'article dit qu'il n'y a aucun consensus scientifique et vous avez ça ici sur plusieurs effectiveness of non-pharmaceutical intervention on COVID-19 transmission in 190 countries. En fait, j'en ai sorti plusieurs, d'effectiveness of... il y a plusieurs méta-analyses, finalement, qui montrent, pas des analyses individuelles, mais plusieurs méta-analyses montrent que les confinements, les masques, ça, ne servent à rien. Et là, encore une fois, ça, je l'avais déjà montré à un moment donné dans le web journal, la méta-analyse, c'est comment je pourrais dire? C'est le genre d'étude qui a le plus haut degré de certitude. Donc, tu as comme... ben là, il l'explique ici, tu as comme l'opinion d'experts sur les plateaux, bon, ouais, OK. Après ça, tu montes, après ça, tu as des études scientifiques, puis après ça, tu as l'analyse de centaines d'études scientifiques dans comme genre 160, 190 pays, puis tu les prends toutes ensemble, puis là, tu regardes, puis là, tu dis finalement, ouais, c'est pas efficace, ça, tu sais. Et ça, c'est la méta-analyse. La méta-analyse, c'est celle qui a le plus haut degré de certitude. C'est pas la petite étude individuelle qui montre que c'est la méta-analyse. La méta-analyse a le plus haut degré de certitude. Et les méta-analyses montrent que les confinements, tout ça, les masques ne servent à rien et n'ont eu aucune incidence. Okay? Vous l'avez ici, le système Systematic Reviews and Meta-Analysis, etc. Et voilà. Donc, les études sont comme au niveau 5, au niveau 6. Puis la méta-analyse, elle, c'est niveau 1. Et les méta-analyses montrent que ça n'a servi à rien. En tout cas, tout ça pour dire qu'on avait, tu sais, on n'était pas, et là, ils appelaient, tu sais, ce qu'on, nous autres, on les sortait, ces études-là, on les a vues, à Radio-Québec, ils nous ont censurés, ils nous ont fermé nos comptes YouTube et Facebook en disant qu'on faisait de la désinformation, on montrait ces choses-là. Et finalement, tu sais, c'est ça, c'est qu'on nous donne raison avec le temps. Pour les vaccins peuvent avoir causé des dommages. On sait que c'est comme ça. On sait que la surmortalité commence immédiatement après la vaccination. Elle commence en pic comme ça. Dans plein de pays, ça commence en pic comme ça immédiatement après la vaccination. Ça ne prend pas la tête à Papineau, comme on dit au Québec, là, pour comprendre qu'il y a un lien avec la vaccination, mais ils ne veulent pas le dire parce que si encore une fois, ils ne l'admettront jamais, ou ça va se faire vraiment tranquillement avec des études extrêmement prudentes comme le British Medical Journal, extrêmement prudentes, mais ils ne l'admettront jamais parce qu'ils vont être criminellement responsables. Ils l'ont forcé, le Collège des médecins du Québec l'a forcé la vaccination, même chose avec... je ne sais pas c'est quoi, l'Ordre des médecins en France, ou le Conseil constitutionnel, ils ont tous forcé, ils sont criminellement responsables. S'ils l'admettent, on peut poursuivre le Gaudreau et tous les autres. Ils ne font jamais, jamais, jamais admettre ça, mais c'est ça, peut-être avec le temps. Voilà. Donc, mais ça, ce que je veux dire, c'est que tout ça cause, là, on est rendu avec les médecins, donc on perd de confiance envers les politiciens qui ne nous représentent plus, perd de confiance avec les journalistes qui mentent et qui nous empêchent de voir qui tire réellement les ficelles, perte de confiance envers les médecins, perte de confiance envers l'université. Rappelez-vous, l'université qui a censuré, on l'a vu que l'université était complètement contrôlée au Québec, lorsqu'elle a renvoyé Patrick Provost, qui est un spécialiste dans son domaine, qui a émis une opinion qui n'était même absolument pas controversée, c'est-à-dire que dans son article du Journal de Montréal initial, il ne faisait que citer des chiffres officiels de la santé publique. Voilà, suspension, etc. Suspension des gens qui pensent différemment, professeur de l'UQTR, radié de l'Ordre des chimistes pour ses propos anti-vaccins, alors que le British Medical Journal dit, ouais, ça a peut-être contribué à, même chose ici avec Julie Ponez, ça c'était, je pense, en Ontario, une professeure d'éthique, anti-COVID vaccine professor, RIPS Western Policy, Addresses People, Rallies Party. Il y en a plein, il y a des professeurs qui ont été dans leur domaine, c'est-à-dire en tant que spécialistes, qui ont été radiés par les universités. Former professor claims she was fired in retaliation over COVID-19 criticism of Pence. Anti-lockdown vaccine mandate skeptic Martin Kulldorff announced he was fired by Harvard. C'est un professeur de médecine de Harvard
qui a été renvoyé pour... Alors, dès qu'on émettait un doute, et il y en a d'autres, là, Wilfrid Laurier University says no staff or faculty fired over vaccine mandate, bien que ce n'était pas le cas. Il y a plein de personnes qui ont été renvoyées. Là, je parle des spécialistes. Je parle des spécialistes qui ont été renvoyés pour avoir tenu des propos qu'ils auraient dû pouvoir tenir normalement, en vertu de ne serait-ce que la liberté académique. Tu sais, on disait qu'on avait la liberté académique, puis c'est ce qui nous différenciait, par exemple, de l'URSS dans les années 70. Tu sais, en URSS, tu ne pouvais pas vraiment critiquer les politiques du parti, tu ne pourrais pas... si tu le faisais, tu te faisais renvoyer. Même chose en Allemagne nazie. Là, tu sais, si tu critiquais la politique du parti, tu ne pouvais pas avoir de job de professeur. C'est ça, on est rendu là. Fait que là, tu as une crise des institutions. Il ne voit pas ça, Robert Wagner, là. Tu sais, c'est ça, la désinformation, ferme-la. Tu sais pas de quoi tu parles, tu sais même pas c'est quoi de la désinformation, ferme-la à tout jamais, physiquement, là, tu sais, c'est ça. Et donc, même chose avec les spécialistes ici, comme je l'ai montré au début, qui nous psychiatrisaient. Elle vient de là, la perte de confiance, la crise des institutions. Elle vient de là. Elle vient d'abus de pouvoir systématiques. Et, comme je le dis ici, la perte de confiance survient lorsque la corruption devient visible. La population retire son adhésion aux institutions lorsqu'elle comprend que les institutions qu'elle a établies, la société dans laquelle elle vit, est corrompue. Que ce soit les politiciens, les journalistes, les médecins, les universités, quand on voit que tout ça est corrompu, il y a une crise des institutions. Et les gens voient ça. Les gens ne parlent pas, hein. Tu sais, les gens sont bons, les gens ne parlent pas beaucoup, mais ça laisse des traces. Tu sais, t'entends des choses durant la COVID, ton beau-frère te parle de vaccins, de trucs, puis après ça, mais toi, tu es dans le milieu universitaire. Fait que tu vas être affecté. Là, tu vois Patrick Provost qui se fait renvoyer pour des propos tout à fait sensés. L'université qui se braque, puis fait que là, tu vas douter, tu sais, il va y avoir d'autres choses, puis et donc, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure que la corruption devient apparente. Et là, c'est ça, et la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec, c'est le juge en chef de la Cour suprême, la personne qui est supposée être la plus neutre et la plus sage au pays, devient l'incarnation de la corruption des institutions en sautant dans l'arène, en tenant des propos complètement disjonctés, sans connaître c'est quoi de la désinformation. Il rentre dans le logiciel du Forum économique mondial sur la désinformation. Quelle erreur stratégique de débutant Robert Wagner. OK? Et donc, c'est ça, voilà. Alors, c'est pas mal ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Tout ça, et il y a aussi, j'allais juste mentionner la lettre. Tout ça a été bien résumé dans la lettre de Louis-Olivier Fontaine. J'en ai déjà parlé. Hein, il parle, il dit, pendant cette période, cet avocat qui a démissionné. Et là, je la remets parce que, justement, pour répondre à Robert Wagner, qui semble pas avoir compris d'où vient la crise des institutions. Lui, il est probablement sur à son chalet à 2 millions de dollars ou sur son yacht dans les Bahamas. Et puis... il ne comprend pas ce qui se passe. Là, on lui a demandé de faire une sortie, puis là, il obéit, il fait une sortie. Donc, durant cette période, j'ai un récit trompeur. Durant cette période, j'ai vu un récit trompeur être présenté à une population en état de choc comme étant une vérité qu'on ne peut remettre en question. Le fait qu'on ne puisse pas remettre en question, ça aussi, ça une liberté d'expression et tout. Il y a Alain Deneau, il y a une vidéo d'Alain Deneau, justement, qui explique ça en 47 minutes lors d'un de ses cours, qui est excellent. Surtout les 5 dernières minutes, là, je l'ai partagé sur Twitter. Donc... aujourd'hui, ce récit impliquant l'existence d'une menace grave à la santé de la population est devenu connaissance judiciaire. Connaissance judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être contesté devant les tribunaux. Le fait que le COVID était très dangereux est devenu une connaissance judiciaire qui ne peut plus être contestée devant les tribunaux, alors que c'est faux. Voilà, une corruption des institutions, l'effondrement complètement de la confiance envers le système public et le système judiciaire. Ainsi donc, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu, contre toute logique et simplement parce qu'il a été répété ad nauseam, un récit frauduleux est devenu une vérité absolue. Hein? Je ne lirai pas toute la lettre. Donc, au sujet de déploiement d'injections sûres et efficaces qui sont, selon toute probabilité, liées à la surmortalité qui est observée actuellement au Canada et ailleurs, ce que le British Medical Journal semble aussi pointer du doigt. Acteurs principaux dans la
préservation du récit officiel, les ordres professionnels. Ça aussi, perte de confiance envers les ordres professionnels. L'ordre des ingénieurs, le barreau du Québec, le Collège des médecins, l'ordre des infirmières, tout ça, ils ont censuré les populations qui voyaient des choses. Donc, acteurs principaux de la préservation du récit officiel, les ordres professionnels et les syndics ont réussi à imposer la terreur dans leur rang en s'en prenant systématiquement aux voix dissidentes. Ils ont ainsi eu l'occasion de révéler leur vraie nature. Et là, crise de confiance envers les institutions, là, on voit qu'ils sont corrompus. Ils ont pour mission de contrôler les professionnels et de protéger les intérêts particuliers et non protéger le public. Les universités qui baignent dans le financement et l'industrie ont un rôle semblable en s'assurant qu'aucun de leurs membres ne vienne gâcher l'opération profitable en cours. C'est celui qui a dénoncé Patrick Provost, lui, c'est lui qui reçoit des subventions du gouvernement pour de la recherche ou des trucs, là. On ne nommera pas son nom. Donc, ces tribunaux qui refusent le débat, qui punissent toute forme de dissidence et qui cautionnent les atteintes sans précédent aux droits et libertés fondamentaux des citoyens, les justifiant par les limites qui s'imposent dans une société, soi-disant, les tribunaux qui participent à ça, et je vais terminer avec ça avant de terminer ce web journal-ci. En fait, notre société n'est ni libre ni démocratique, malgré les grands efforts faits pour nous faire croire à cette illusion. L'exercice par un citoyen de ses droits et libertés est permis, la liberté d'opinion, par exemple, mais dans l'unique mesure où cet exercice ne porte pas sérieusement atteinte au pouvoir en place. La division de ce pouvoir en pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, auquel j'ajouterais le pouvoir médiatique, est aussi une illusion. C'est exactement ce qu'on a expliqué à Radio-Québec à de nombreuses reprises. Et là, vous avez en une lettre, c'est ici, lettre ouverte au barreau, toutes les raisons pour lesquelles il y a une crise des institutions. Toutes les raisons pour lesquelles il y a une crise des institutions, et ça n'a rien à voir avec la désinformation, connard. OK? Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je m'excuse pour... en fait, je m'excuse pas, c'était pas si mal. J'allais dire, je m'excuse pour le son, parce que je suis pas en studio, là, mais c'était pas si mal. Donc, voilà. Alors, ça, on va remercier encore une fois ceux qui, malgré les défauts techniques et tout ça, nous ont continué de nous appuyer. Vous savez comment faire. Je veux dire, en tout cas, on remercie ceux qui le font. Voilà, ça, c'est ça qui est important. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, ce dimanche, dans 2 jours, pour un autre web journal. Cette fois-ci, je vais, encore une fois, comme je l'ai dit en début de web journal, je vais revenir sur... Parce que dans notre camp, je le dis, il y a à peu près la moitié des gens qui pensent que Trump est compromis. Fait qu'il faudrait au moins que les gens à l'intérieur de notre système comprennent un peu d'où vient Trump. On ne convaincra pas tout le monde. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas puis qui sont... Mais au moins, j'aurais fait ce travail-là d'expliquer les origines de la présidence de Donald Trump et par la suite, on pourra toujours, comme Trumpologie 101, 102, les gens font toujours référence à ça, ils ont compris quelque chose à partir de ce moment-là, mais j'espère que ce que je vais faire ce dimanche va permettre aux gens de comprendre aussi d'où vient Trump, et comprendre que ça ne vient pas, là, il n'a pas été mis en place par le lobby juif, OK? Et que ça ne l'empêche pas d'être à la fois un ami d'Israël, puis aussi de se dégager complètement de l'influence israélienne. Et d'être... c'est-à-dire, c'est tout en teinte de gris. Et c'est pas en noir et blanc. Voilà. OK. Alors, on se donne rendez-vous dimanche, de retour en studio. Et voilà. Rien de plus. Ciao.